Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger frisson électromagnétique fit frémir le téléphone de Sébastien Lecornu posé bien droit sur le bois verni de son bureau à Matignon. L'écran s'illumina brièvement pour afficher une alerte de l'AFP. Le message lui avait la délicatesse d'une gifle en pleine figure. Mélenchon dégaine une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Premier ministre depuis à peine 24 heures, parachuté en urgence par Emmanuel Macron, après le naufrage politique de François Bayrou Lecornu, interrompit son geste. Sa main jusque-là en paix autour d'une tasse de café fumant, posée sur une soucoupe en porcelaine de Limoges, se referme. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger frisson électromagnétique fit frémir le téléphone de Sébastien Lecornu posé bien droit sur le bois verni de son bureau à Matignon. L'écran s'illumina brièvement pour afficher une alerte de l'AFP. Le message lui avait la délicatesse d'une gifle en pleine figure. Mélenchon dégaine une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Premier ministre depuis à peine 24 heures, parachuté en urgence par Emmanuel Macron, après le naufrage politique de François Bayrou Lecornu, interrompit son geste. Sa main jusque-là en paix autour d'une tasse de café fumant, posée sur une soucoupe en porcelaine de Limoges, se referma lentement comme pour contenir la tension. Il ne le savait pas encore, mais la journée ne faisait que commencer et elle allait être historique. 24 heures à peine. C'est tout ce qu'il aura fallu pour que Jean-Luc Mélenchon, le tribun incandescent de la France insoumise, dégaine sa déclaration de guerre. Tandis que Paris étirait ses artères dans une brume de septembre tranquille et encore inconsciente du séisme politique à venir, Lecornu lui ignorait que son baptême du feu ne faisait que commencer. Ce que tu t'apprêtes à vivre, tu ne peux même pas l'imaginer. Et il n'était pas le seul dans le flou. Ses conseillers, eux aussi, pris de court, accouraient à Matignon, sans même avoir eu le temps d'avaler un café. Les éditorialistes politiques, eux, affûtant leur stylo pour commenter une motion de censure qu'ils croyaient symbolique. Et même Mélenchon, confortablement calé dans son fauteuil du 10e arrondissement, peaufinait ses plans avec une minutie presque naïve, sans se douter qu'un contre-coup allait changer la donne plus vite qu'il ne l'imaginait. Dans moins de quelques heures, une simple réplique de Lecornu allait pulvériser la mécanique patiemment échafaudée par Mélenchon et bouleverser durablement le théâtre politique hexagonal. Une phrase, pas deux, une seule, tranchante comme un scalpel limpide, comme une lame de rasoir. Et ce seront les télévisions du monde entier qui s'en empareront, la déroulant en boucle comme un mantra de réal-politique moderne. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à cet instant décisif, il faut remonter le fil, revenir en arrière, dérouler les heures précédentes et regarder en face l'engrenage impitoyable qui a mené à cette détonation verbale. Car oui, pour saisir la puissance d'un mot, il faut parfois contempler le champ de mine qui l'a précédé. Le 8 septembre au soir, un séisme secouait les couloirs du pouvoir. La classe politique française encaissait un nouveau coup de massue. François Bayrou, ce vieux briscard centriste venu du Béarn qui promettait monts et merveilles, en vendant un budget de compromis, venait de s'écraser en direct à l'Assemblée nationale. Le verdict brutal 364, député de l'ultra-gauche jusqu'à l'extrême droite, lui claquait la porte au nez. Troisième chute gouvernementale en moins de 100 jours. Du jamais vu sous la VE République, même les plus chevronnés en restaient bouche bée. La machine institutionnelle française tanguait dangereusement comme un navire en perdition, à deux doigts de rompre sa quille. La tempête grondait sur les marchés, les courbes plongeaient, les analystes paniquaient et l'agence Moïse agitait sa menace préférée, une dégradation imminente de la note souveraine française. De leur côté, les syndicats sortaient les mégaphones, appel à la grève générale. Le pays suspendu dans un état d'alerte larvé attendait un geste. À l'Élysée, Emmanuel Macron, barricadé derrière les dorures, retournait frénétiquement ses options. Et dans ce brouillard d'urgence, un nom s'imposa, Sébastien Lecornu. 39 ans, ex-ministre des Armées, vétéran des arbitrages impossibles et couteau suisse du macronisme. Un profil atypique, passé maître dans l'art de slalomer entre les lignes idéologiques.
à l'aise autant dans les couloirs feutrés des salons patronaux que sur le terrain poussiéreux des casernes. Il savait parler aux généraux sans froisser les industriels, un équilibre rare. Et surtout, Macron le voyait comme celui qui tiendrait la ligne sans fléchir, même face à un Parlement prêt à mordre. Le 9 septembre à 20h tapante, l'annonce officielle tombe, Sébastien Lecornu devient Premier ministre. Et comme un feu d'artifice déclenché à l'avance, les réactions éclatent dans tous les coins de l'échiquier politique. Marine Le Pen, fidèle à son sarcasme, balance sur XX Twitter une pique bien sentie, insinuant que Macron vient de griller un fusible de plus. Bruno Rayot, patron des Républicains, monte au créneau et réclame la mâchoire tendue, un virage net, loin des errements passés. Olivier Faure du PS dégaine la formule qui claque. On nous resserre la soupe macroniste. Elle est rance, on n'en veut plus. Mais celui qui a dégainé le plus vite, et avec la plus grande violence, c'est sans surprise, Jean-Luc Mélenchon. À peine 2 heures après l'annonce officielle à 22h30 pétante, Mélenchon frappait fort une tribune au vitriol postée sur son blog intitulé « Sans détour, le déni ». Un pavé de 3000 mots taillé pour l'impact dans lequel le patron de la France insoumise s'appliquait à démonter brique par brique la prétendue légitimité de Lecornu. Il y rappelait point par point que le nouveau Front populaire était arrivé en tête des élections législatives de juillet, un fait qu'il brandissait comme une évidence démocratique. Et il n'y allait pas avec le dos de la cuillère selon lui. Macron piétinait l'esprit même de la Constitution en plaçant une fois de plus un fidèle du palais de l'Élysée à Matignon. Sans majorité, sans mandat, sans scrupules. Mais surtout, Mélenchon dévoilait son plan de bataille. Dès l'ouverture de la session parlementaire, nous dégainons une motion de censure point barre. Lecornu tombera sous l'article 49. Macron lui semble vouloir cocher tous les articles de la Constitution avant de réaliser qu'il doit faire ses valises. Cette sortie électrisa instantanément toute la gauche. À l'Assemblée, Mathilde Panot reprit l'appel en direct sur les réseaux, transformant la menace en hashtag militant. Et dès le lendemain matin, Manuel Bompard, visage grave et ton martelé, occupait chaque plateau télé pour répéter son slogan devenu refrain « Censure immédiate sans tractation ni concession ». Mais Mélenchon ne s'était pas contenté d'agiter. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger frisson électromagnétique fit frémir le téléphone de Sébastien Lecornu posé bien droit sur le bois verni de son bureau à Matignon. L'écran s'illumina brièvement pour afficher une alerte de l'AFP. Le message lui avait la délicatesse d'une gifle en pleine figure. Mélenchon dégaine une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Premier ministre depuis à peine 24 heures, parachuté en urgence par Emmanuel Macron, après le naufrage politique de François Bayrou-Lecornu, interrompit son geste. Sa main jusque-là en paix autour d'une tasse de café fumant, posée sur une soucoupe en porcelaine de Limoges, se referma lentement comme pour contenir la tension. Il ne le savait pas encore, mais la journée ne faisait que commencer et elle allait être historique. 24 heures à peine. C'est tout ce qu'il aura fallu pour que Jean-Luc Mélenchon, le tribun incandescent de la France insoumise, dégaine sa déclaration de guerre. Tandis que Paris étirait ses artères dans une brume de septembre tranquille et encore inconsciente du séisme politique à venir, Lecornu lui ignorait que son baptême du feu ne faisait que commencer. Ce que tu t'apprêtes à vivre, tu ne peux même pas l'imaginer. Et il n'était pas le seul dans le flou. Ses conseillers, eux aussi, pris de court, accouraient à Matignon, sans même avoir eu le temps d'avaler un café. Les éditorialistes politiques, eux, affûtant leur stylo pour commenter une motion de censure qu'ils croyaient symbolique. Et même Mélenchon, confortablement calé dans son fauteuil du 10e arrondissement, peaufinait ses plans avec une minutie presque naïve, sans se douter qu'un contre-coup allait changer la donne plus vite qu'il ne l'imaginait. Dans moins de quelques heures, une simple réplique de Lecornu allait pulvériser la mécanique patiemment échafaudée par Mélenchon et bouleverser durablement le théâtre politique hexagonal. Une phrase, pas deux, une seule, tranchante comme un scalpel limpide, comme une lame de rasoir. Et ce seront les télévisions du monde entier qui s'en empareront, la déroulant en boucle comme un mantra de réal-politique moderne. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à cet instant décisif,
Il faut remonter le fil, revenir en arrière, dérouler les heures précédentes et regarder en face l'engrenage impitoyable qui a mené à cette détonation verbale. Car oui, pour saisir la puissance d'un mot, il faut parfois contempler le champ de mine qui l'a précédé. Le 8 septembre au soir, un séisme secouait les couloirs du pouvoir. La classe politique française encaissait un nouveau coup de massue. François Bayrou, ce vieux briscard centriste venu du Béarn qui promettait monts et merveilles, en vendant un budget de compromis, venait de s'écraser en direct à l'Assemblée nationale. Le verdict brutal 364, député de l'ultra-gauche jusqu'à l'extrême droite, lui claquait la porte au nez. Troisième chute gouvernementale en moins de 100 jours. Du jamais vu sous la VE République, même les plus chevronnés en restaient bouche bée. La machine institutionnelle française tanguait dangereusement comme un navire en perdition, à 2 doigts de rompre sa quille. La tempête grondait sur les marchés, les courbes plongeaient, les analystes paniquaient et l'agence Moïse agitait sa menace préférée, une dégradation imminente de la note souveraine française. De leur côté, les syndicats sortaient les mégaphones, appel à la grève générale. Le pays suspendu dans un état d'alerte larvée attendait un geste. À l'Élysée, Emmanuel Macron, barricadé derrière les dorures, retournait frénétiquement ses options. Et dans ce brouillard d'urgence, un nom s'imposa, Sébastien Lecornu. 39 ans, ex-ministre des Armées, vétéran des arbitrages impossibles et couteau suisse du macronisme. Un profil atypique, passé maître dans l'art de slalomer entre les lignes idéologiques. À l'aise autant dans les couloirs feutrés des salons patronaux que sur le terrain poussiéreux des casernes. Il savait parler aux généraux sans froisser les industriels, un équilibre rare. Et surtout, Macron le voyait comme celui qui tiendrait la ligne sans fléchir, même face à un Parlement prêt à mordre. Le 9 septembre à 20h tapante, l'annonce officielle tombe, Sébastien Lecornu devient Premier ministre. Et comme un feu d'artifice déclenché à l'avance, les réactions éclatent dans tous les coins de l'échiquier politique. Marine Le Pen, fidèle à son sarcasme, balance sur XX Twitter une pique bien sentie, insinuant que Macron vient de griller un fusible de plus. Bruno Rayot, patron des Républicains, monte au créneau et réclame la mâchoire tendue, un virage net, loin des errements passés. Olivier Faure du PS dégaine la formule qui claque. On nous resserre la soupe macroniste. Elle est rance, on n'en veut plus. Mais celui qui a dégainé le plus vite, et avec la plus grande violence, c'est sans surprise, Jean-Luc Mélenchon. À peine 2 heures après l'annonce officielle à 22h30 pétante, Mélenchon frappait fort une tribune au vitriol postée sur son blog intitulé « Sans détour, le déni ». Un pavé de 3000 mots taillé pour l'impact dans lequel le patron de la France insoumise s'appliquait à démonter brique par brique la prétendue légitimité de Lecornu. Il y rappelait point par point que le nouveau Front populaire était arrivé en tête des élections législatives de juillet, un fait qu'il brandissait comme une évidence démocratique. Et il n'y allait pas avec le dos de la cuillère selon lui. Macron piétinait l'esprit même de la Constitution en plaçant une fois de plus un fidèle du palais de l'Élysée à Matignon. Sans majorité, sans mandat, sans scrupules. Mais surtout, Mélenchon dévoilait son plan de bataille. Dès l'ouverture de la session parlementaire, nous dégainons une motion de censure point barre. Lecornu tombera sous l'article 49. Macron lui semble vouloir cocher tous les articles de la Constitution avant de réaliser qu'il doit faire ses valises. Cette sortie électrisa instantanément toute la gauche. À l'Assemblée, Mathilde Panot reprit l'appel en direct sur les réseaux, transformant la menace en hashtag militant. Et dès le lendemain matin, Manuel Bompard, visage grave et ton martelé, occupait chaque plateau télé pour répéter son slogan devenu refrain « Censure immédiate sans tractation ni concession ». Mais Mélenchon ne s'était pas contenté d'agiter le chiffon rouge de la censure. Non, il avait enclenché un mouvement bien plus risqué et potentiellement explosif pour Lecornu. Il avait devant caméra et micro sommé les socialistes, les Verts et les communistes d'arrêter leur théâtre parlementaire et de se ranger sans détour derrière la motion portée par LFI. Un coup de poker soigneusement calculé, car Mélenchon connaissait les chiffres et les rapports de force. Il savait que si la gauche se serrait les coudes et que le Rassemblement national décidait de rejouer la carte Bayrou en votant la chute, alors Lecornu n'aurait même pas le temps de poser ses dossiers sur le bureau de Matignon.
Il serait renversé au premier round. Les chiffres ne mentent jamais, surtout quand ils annoncent une exécution politique. Dans les couloirs du palais Bourbon, la calculette tournait à plein régime, la France insoumise. 74 sièges. Socialistes, 66. Écolo, 13. Communistes, 11. Et cerise sur le gâteau ou cauchemar selon le camp, le Rassemblement national avec ses 123 élus. Total 287 voix prêtes à dégainer. Il en fallait 289 pour envoyer le cornu par la fenêtre. 2 petites voix. Autant dire que le fil sur lequel marchait le gouvernement était plus mince qu'un cheveu. En théorie, la chute semblait écrite d'avance. Mais tout restait possible si Lecornu parvenait à semer la discorde dans ce puzzle de factions idéologiquement incompatibles. Le 10 septembre au matin, dans l'enceinte feutrée de Matignon-le-Cornu, vida sa tasse d'un seul trait, comme pour avaler d'un coup l'amertume de l'aube, puis fit claquer l'ordre réunion immédiate. Marc Vallière, son fidèle stratège diplomatique, fut le premier à franchir la porte. Peu après, les sièges autour de la grande table en acajou se remplirent un à un. Adrien Facan, chef de cabinet au regard inquiet, Philippe Gustine, le cerveau des opérations spéciales, et quelques autres visages connus tous marqués par l'insomnie. Leurs traits étaient tendus, les cernes creusées comme des tranchées. 2 jours sans sommeil, sous tension constante. On aurait dit l'état-major d'un général à l'aube d'une bataille décisive. Sauf que là, l'ennemi n'était pas en uniforme. Il portait des micros et des motions de censure. Vallière lança les hostilités sans mise en scène. Il déposa son iPad au centre de la table. Les unes des journaux défilaient comme un mur d'accusations. Monsieur le Premier ministre, on est dans l'œil du cyclone. Mélenchon a remporté la bataille médiatique. Impossible d'ouvrir une radio ou un site d'info sans tomber sur cette fameuse motion. France Inter a publié un sondage ce matin. 62% des Français pensent que votre gouvernement ne tiendra pas 2 semaines. Lecornu ne répondit pas. Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre, bras croisés dans le dos. Sa silhouette muette en disait plus long qu'un discours. Fassan tenta de relancer le moteur. On a imaginé plusieurs options. Premier scénario, ignorer complètement Mélenchon et miser sur des négociations discrètes avec les socialistes et les républicains pour bricoler une majorité. Lecornu fit un signe négatif de la tête, toujours dos à la salle. Gustine reprit la main plan B, contre-attaquer. Dénoncer la fuite en avant de LFI, rappeler que leur frénésie de censure fout le pays en l'air et en appeler au sens des responsabilités des groupes modérés. Ce fut à cet instant que Lecornu fit volte-face. Son regard bleu transperça la pièce. Faux. C'est exactement ce qu'il espère. Mélenchon veut m'embarquer dans une mêlée. Il veut que je contre, que je me justifie, que je fasse des compromis. En un mot, il veut que je joue sur son terrain. Vallière fronça les sourcils. « Et vous comptez faire quoi ?» Lecornu esquissa un sourire à peine perceptible, le genre de sourire qu'on arme qu'une fois qu'on a compris comment retourner un piège contre son créateur. « Justement, je vais tout faire, sauf ce qu'il prévoit. Pas de fuite, pas de défense, pas de deal. Je vais le faire face à face en plein jour et avec une seule phrase. Pas 2, pas 3. Une. » La salle s'immobilisa. Le silence devint pesant. Facan fronça les sourcils. Une seule phrase pendant que Mélenchon balance un manifeste de 3000 mots, squatte tous les plateaux, télé rameute la gauche entière. Comment une réplique aussi brève pourrait rivaliser? Lecornu leva la main tranquille mais tranchant. Justement, c'est parce qu'il s'attend à tout, sauf à ça. Il a monté un théâtre argumentatif, une mécanique bien huilée, un piège rhétorique où il veut m'entraîner. Il espère que je m'épuise à répondre ligne par ligne, à justifier chaque virgule. Mais moi, je vais débrancher la prise. Net, froid. Une seule phrase pour faire imploser tout son échafaudage. Vallière, qui lisait son chef comme un livre ouvert depuis des années, n'eut besoin que d'un regard. Donc votre idée, c'est de le priver d'arène. L'empêcher de jouer son numéro, de le désarmer avec le silence. Précisément, répondit Lecornu en se réinstallant calmement. Mélenchon vit pour le verbe. C'est un gladiateur du micro, un artisan de la formule. Il espère que je me pointe dans son colisée pour croiser le fer. Mais je vais lui faire comprendre une chose, 3000 mots peuvent se faire balayer par une phrase chirurgicale.
Gustine, intriguée, dégaina aussitôt son carnet. Et cette phrase, c'est laquelle Monsieur le Premier ministre Lecornu inspira profondément. Ce qu'il s'apprêtait à prononcer pouvait tout basculer. Il n'y aurait ni rattrapage, ni deuxième essai. Puis il déclara d'une voix égale « Je dirai seulement « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Le silence qui s'abattit alors n'avait rien d'ordinaire. Il claquait comme une gifle dans une pièce trop calme. Fécond entr'ouvrit les lèvres, les referma, puis tenta à nouveau « C'est tout ce que vous avez à dire. »« Absolument, » répondit le cornu imperturbable comme s'il venait d'annoncer la météo. « 7 mots, aucun détour, aucun plaidoyer, zéro posture défensive, une phrase taillée comme un scalpel qui n'offrait qu'un choix de lecture, un cran d'audace ou une insolence calculée. » Vallière lui comprit immédiatement la portée tactique de la manœuvre. Vous l'obligez à sortir du bois. Il ne peut plus se contenter de menacer, il doit agir. Et s'il échoue, il s'écrase. S'il recule, il se dégonfle. Dans les deux cas, sa narration se fissure. Vous venez de neutraliser son script. Exactement, acquiesça le cornu, le regard posé, presque désarmant. Toute sa mise en scène repose sur l'idée que je vais esquiver, temporiser Marchander. Mais au lieu de fuir le choc, je lui tends la perche. Il attend un suspense haletant. Je le désamorce en lui disant « Vas-y maintenant ». D'un seul geste, j'évacue son crescendo dramatique et je relègue sa déclaration solennelle au rang d'exercice administratif. Mais, Monsieur le Premier ministre, intervint un conseiller s'il va au bout. S'il dépose la motion et qu'elle passe. Si la gauche s'unit. Si le RN suit le mouvement. Le cornu se pencha lentement les bras posés sur la table, scrutant un par un les visages autour de lui. Alors soit. Je tomberai, mais la tête haute, en les regardant droit dans les yeux, en n'ayant rien concédé, pas une once de posture défensive. Et, croyez-moi, dans la mémoire collective de cette République, ça pèsera bien plus lourd qu'une manœuvre de couloir ou un arrangement de fin de quai. C'était acté. Le choix était fait. À exactement 11h ans, le cornu déclencha l'opération conférence de presse surprise dans la cour intérieure de Matignon. Aucune fuite, aucune annonce préalable. L'effet de stupeur fut total. Les journalistes couraient certains encore à moitié dans leur taxi quand la silhouette du Premier ministre apparut sur le perron. Seul. Pas de pupitre, pas de fiche, pas de téléprompteur. Juste lui. Le soleil de septembre dessinait des éclats sur les pavés encore humides. 50 caméras au moins braquaient leur objectif prêtes à capturer chaque clignement d'œil. BFM TV coupa net sa chronique économique. CNews abandonna son plateau débat. LCI bascula illico en édition spéciale. Tout le pays retint son souffle. Dans son QG du 10e arrondissement, Mélenchon tapotait fiévreusement les dernières lignes d'un billet de blog au vitriol quand un assistant surgit comme une alerte météo. Le cornu vient de convoquer la presse. C'est en direct. Là. Tout de suite. Un rictus de prédateur éclaira le visage du tribun. Évidemment qu'il allait répondre, ils finissent toujours par répondre. Avec un peu de chance, pensa Mélenchon. Il allait dérouler le classique condamner la France insoumise, tendre maladroitement une main, au dialogue balancer 3 promesses creuses, le vieux scénario déjà vu, déjà digéré. D'un geste souple, il attrapa la télécommande, alluma l'écran géant, s'enfonça dans son fauteuil en cuir comme un général contemplant le champ de bataille, prêt à savourer à distance ce qu'il croyait être le couronnement de sa mise en scène. Sur le perron de Matignon, le cornu resta immobile, attendant que l'agitation se fige, que les micros cessent de crépiter, que l'air lui-même retienne son souffle. Il n'avait pas l'air tendu, ni suffisant, juste posé, ancré ce calme absolu qui tranche avec le vacarme hystérique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter brisa le silence, la voix projetée comme un pavé. Monsieur le Premier ministre, une réaction à la menace de Jean-Luc Mélenchon. Le cornu leva les yeux, fixa le journaliste droit dans l'objectif, puis balaya du regard toute la meute de caméras. Et là, sans hausser le ton, il prononça une phrase qui allait bientôt faire le tour des chaînes d'infos, en boucle disséquée jusqu'à l'os par tous les plateaux politiques. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Pas un mot de plus. Il pivota, remonta les marches et disparut dans les couloirs feutrés de Matignon, laissant derrière lui une nuée de journalistes, sans voix,
7 mots, 10 secondes et le choc. L'espace d'un instant, tout s'arrête comme si la politique venait de découvrir la puissance du minimalisme. Sur le plateau de BFM TV, le présentateur cligna des yeux muets 3 secondes, durant une éternité en direct avant de lâcher incrédule. Eh bien, on ne l'avait pas vu venir celle-là. Le cornu a répondu à Mélenchon avec 7 mots. Pile. Du côté de France Info, la journaliste Anne Rosencher ne se fit pas prier, hallucinant. Il ne contre pas, il ne plaide pas. Il frappe. C'est brut, c'est frontal, c'est inédit. On est en train d'assister à une nouvelle grammaire politique. Sur les réseaux, la détonation fut immédiate. Twitter s'embrasa. Le hashtag Bezos Allez-y grimpa au sommet des tendances en un éclair. Les notifications pleuvaient, comme des confettis numériques. Le pays venait de recevoir une leçon de communication en version concentrée. Le cornu vient de signer un chef-d'œuvre de stratégie médiatique, tweetait un éditorialiste du Monde. 7 mots pour pulvériser 3000 lignes de Mélenchon. C'est du grand art, renchérissait un chroniqueur du Figaro. Mais au fond, ce n'étaient pas les commentateurs qui comptaient. Tous les regards attendaient lui. Jean-Luc Mélenchon. Dans son bureau éclairé par la lumière froide de l'écran, le leader de LFI fixait les images en boucle. Son visage était figé dans une expression que même ses plus fidèles collaborateurs n'avaient jamais vue. Ce n'était ni de la rage ni de l'incrédulité. C'était pire, un soupçon de respect. Le genre de silence qu'on accorde à un adversaire qui vient de jouer un coup parfait. Sa collaboratrice brisa enfin le silence presque à voix basse. « Monsieur Mélenchon, vous souhaitez répondre. » Tous les médias attendent votre réaction. Mélenchon ne dit pas un mot. Pas tout de suite. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique ce qui venait de se produire. Il l'avait vu venir, il l'avait senti, mais trop tard. En une déclaration minimaliste, le cornu venait de retourner l'échiquier. Ce n'était plus une attaque, mais une invitation. Ce n'était plus un bras de fer, c'était un face-à-face. Et surtout, ce n'était plus Mélenchon le centre du jeu, mais celui qui venait de le défier sur son propre terrain, l'arène médiatique. En moins d'une journée, l'histoire avait basculé. La veille encore, c'était lui, Jean-Luc, qui dictait le tempo qui menait l'offensive, qui monopolisait les micros. Mais à midi, ce n'était plus lui qu'on analysait sur les plateaux, c'était son adversaire. Pire, on parlait de génie tactique, et pas du sien. Il finit par se lever lentement, puis déclara à ses proches d'un ton ferme presse « 15 heures ». Il va apprendre que Jean-Luc Mélenchon ne se laisse pas provoquer sans conséquence. Mais malgré le ton assuré, ses fidèles collaborateurs échangèrent un regard discret. Dans la voix du tribun, quelque chose avait vacillé. Une nuance de doute, une légère faille dans l'armure. 15 heures tapantes. Dans la salle surchauffée de la maison de l'Amérique latine transformée en quartier général de fortune, Jean-Luc Mélenchon prend place face à une armée de micros. La salle est pleine à craquer, les caméras déjà en marche. Il s'apprête à lire un discours préparé, mais n'en aura pas le loisir. Les journalistes, comme libérés d'un carcan, lancent leur salve. Sans attendre, Monsieur Mélenchon, allez-vous concrétiser votre menace? N'est-ce pas le cornu qui désormais tient les rênes du récit? Vous avez parlé pendant des pages, il a répondu en une phrase « Qui gagne la guerre des mots ?» Mélenchon, le regard d'acier, lève les bras pour restaurer un semblant d'ordre. Silence dans la salle. Évidemment que nous allons déposer cette motion. C'est écrit, acté, assumé. Ce n'est pas un trait d'esprit du Premier ministre qui nous fera reculer. Qu'il savoure ces 7 mots. Nous, on préfère les actes. Mais dans le ton de Mélenchon, quelque chose clochait. Une inflexion, un flottement. Les journalistes ne furent pas dupes. Il enchaîna malgré tout, déroulant son répertoire habituel, démocratie confisquée, trahison, du suffrage impératif de briser la machine macroniste. Sauf que, dans la salle, l'obsession restait la même, cette fameuse phrase du cornu. Un reporter du Parisien reprit la balle au bond. « Enfin, monsieur Mélenchon, ce que vous réclamez depuis des années, non. Un adversaire qui ne se dérobe pas, qui vous provoque ouvertement. C'est pas votre terrain de jeu, ça. Et là, fissure dans l'armure. Le tribun ne se contient plus la voix, monte les mots, claque. Ce que je veux, moi, je veux qu'on tourne la page de cette monarchie présidentielle. Je veux que le peuple français soit enfin entendu. Le cornu peut bien gesticuler autant qu'il veut, on va le faire tomber lui aussi.
Le coup de sang de Mélenchon fut rediffusé en boucle sur toutes les chaînes d'infos transformées en mème en temps réel. Et une fois de plus, c'est le cornu qui tirait son épingle du jeu. Tandis que le leader insoumis donnait l'image d'un volcan incontrôlable, le Premier ministre lui restait imperturbable, presque zen, comme s'il assistait à une scène de théâtre dont il connaissait déjà la fin. L'équilibre psychologique s'était renversé. Mais ce n'était que l'échauffement avant la vraie confrontation. Dans les jours suivants, Cornu activa un plan de bataille en 2 temps. Sur la scène publique, il jouait la carte du stoïcisme offensif. D'un ton posé, il assénait la même phrase dans chaque micro tendu. « J'attends que M. Mélenchon passe à l'acte. Ce jour-là, on verra qui a vraiment le cran d'assumer ses paroles. » Derrière le rideau des projecteurs, Cornu orchestrait une campagne de charme minutieuse, presque chirurgicale, visant les socialistes, les écologistes et même quelques républicains frondeurs. Sa ligne était limpide, sans fioriture. Mélenchon veut l'embrasement général. Moi, je propose la stabilité. Accordez-moi 90 jours, juste 3 mois pour démontrer qu'une autre voie est possible. Le 15 septembre, dans un salon feutré d'un appartement cossu du 7e arrondissement, il s'entretint à huis clos avec Olivier Faure et Boris Vallaud, figure de proue du Parti socialiste. La réunion dura 4 heures, montre coupée, téléphone hors champ. Faure énonça ses exigences avec précision, pas de 49.3 sur le budget, un geste fort sur la réforme des retraites et l'instauration d'un impôt ciblant les grandes fortunes. Cornu prit le temps d'écouter sans interrompre, le regard ancré dans celui de Faure. Puis, avec ce ton franc presque brutal qui faisait désormais sa réputation, il planta le décor sans détour. « Je vais être clair, je ne vais pas vous vendre du rêve. Supprimez la réforme des retraites. C'est non, Macron n'en démordra pas et vous le savez aussi bien que moi. Mais voilà ce que je peux faire geler sa mise en œuvre pour 6 mois, pas pour faire semblant. Pour ouvrir un vrai cycle de discussion, je peux aussi mettre en place un impôt exceptionnel ciblé sur les très hauts patrimoines. Ce ne sera pas un retour de l'ISF, mais on s'en rapprochera sérieusement. Et surtout, je vous le garantis pas de 49.3. Aucun passage en force. » Vallaud jeta un coup d'œil à Faure. Il n'avait pas obtenu tout ce qu'il voulait, loin de là. Mais ce qui était sur la table suffisait pour justifier un retrait tactique pas assez, pour voter la censure juste assez pour regarder sans bouger. Faure brisa le silence. Et s'il va jusqu'au bout malgré tout, s'il dépose la motion, le Cornu esquissa ce sourire en coin qui annonçait généralement une mécanique bien huilée. C'est précisément là que mon plan devient élégant. Il lance sa motion et vous vous abstenez, elle tombe. Il perd, il recule, il encaisse, il fait marche arrière après avoir fanfaronné dans les médias. Il passe pour un matamor. Dans tous les scénarios, j'ai déjà inversé le rapport de force. Je lui tends le micro, mais c'est lui qui bégait. Faure inclina lentement la tête. La pièce du puzzle s'emboîtait enfin. Macron n'avait pas nommé un administrateur. Il avait nommé un joueur d'échecs, et là, il venait de déplacer la reine sans prévenir. Du côté des insoumis, l'ambiance était électrique. Les murs du QG vibraient sous les échanges houleux. Mathilde Panot, la flamme militante au poing levé, tapait du poing sur la table. On a promis de frapper. Alors on frappe. Pas question de reculer. Face à elle, Manuel Bompard, l'œil froid du stratège, jouait la prudence. Si les socialistes nous laissent seuls au front, notre motion tombe à plat et avec elle notre crédibilité. Mélenchon lui gardait le silence. Un silence inhabituel pesant. Il regardait le plafond comme s'il y cherchait une issue. Il avait flairé le traquenard, mais cette fois, il ne trouvait pas l'échappatoire. Agir, c'était risquer le ridicule. Se taire, c'était renoncer à la bataille. Le 20 septembre, le Cornu monta à la tribune de l'Assemblée pour son discours de politique générale. Mais ce n'est pas sa feuille de route qui marqua les esprits. C'est cette phrase lancée comme un couteau bien aiguisé. Il paraît qu'une motion de censure devait pleuvoir il y a 10 jours. Je ne vois toujours rien venir. Serait-ce que les envolées lyriques pèsent moins lourd que le vrai courage politique ? Le choc fut instantané. L'hémicycle explosa comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Les députés de la France insoumise rugirent d'indignation, vociférant contre ce qu'ils considéraient
comme une provocation en règle. Dans les tribunes, Mélenchon, témoin direct de la scène, devint blême. Trop tard, la charge avait atteint sa cible. Le cornu venait d'inverser magistralement les rôles, celui qui pointait du doigt la lâcheté devenait soudain celui qui en était accusé. Le jour suivant, la France insoumise finit par dégainer sa fameuse motion de censure. Mais le vent avait tourné. Ce qui 10 jours plus tôt aurait pu passer pour une démonstration de force ressemblait désormais à un geste contraint, presque défensif. Les socialistes, l'air détachés, firent savoir qu'ils ne la soutiendraient pas. Abstention. Même refrain du côté des écologistes qui esquivèrent l'affrontement. Et dans les rangs de LFI, la certitude laissait place aux murmures. Plusieurs élus en aparté confessaient leurs doutes sur la stratégie suivie. La grande offensive promise s'était muée en tentative laborieuse, un baroud d'honneur qui peinait à masquer son retard. Le 25 septembre, l'Assemblée s'enflamma autour du débat tant attendu. Jean-Luc Mélenchon gravit les marches de l'hémicycle, le verbe haut, le regard acéré. Pendant 40 minutes, il livra un discours enflammé précis, ciselé qui électrisa ses fidèles et réveilla les bancs de la gauche. Mais quand le cornu prit le micro, le contraste fut brutal. Droit imperturbable, il lança simplement « 40 minutes pour expliquer pourquoi il faut me faire tomber. Pour ma part, je n'en dirai pas autant. Si vous jugez que je dois partir, votez. Je respecterai votre décision. Mais assez de paroles, place aux actes. Un uppercut politique, froid tranchant, sans appel. Le résultat tomba comme une lame. LFI essuya une claque parlementaire. À peine 203 voix se levèrent pour soutenir la motion. Il en manquait 86 pour faire vaciller le pouvoir. Verdict implacable, la tentative échouait. Le cornu gardait son fauteuil. Les rédactions s'emballèrent. Le Monde s'enthousiasma. Le cornu retourne la manœuvre contre Mélenchon. Libération s'amusa. 7 mots plus puissants que 1000. Et même dans le camp progressiste, les critiques fusèrent. La stratégie des Insoumis semblait avoir viré à l'impasse. Manuel Bompard lui-même, sur les ondes de France Inter, lâcha avec un soupçon d'amertume. Peut-être avons-nous trop pris le cornu à la légère. Ce soir-là, au cœur de Matignon, les résultats du vote défilaient encore sur l'écran. Dans la pénombre feutrée du bureau, quelques conseillers sablaient déjà le champagne. Vallière, le regard pétillant, leva sa flûte. 7 mots, monsieur le Premier ministre. C'était chirurgical. Mais le cornu resta impassible, le visage toujours aussi fermé que lors de son entrée en scène. Aucun triomphe dans ses yeux, aucune euphorie dans sa posture. Savourer, oui. Se reposer, non. Ce n'était qu'un round. Mélenchon encaisse, observe et s'adapte vite. La prochaine charge sera moins prévisible et il avait eu raison de ne pas se laisser griser. Car à quelques stations de métro de là, dans son repère du 12e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon n'était pas en train de ruminer sa défaite, ni de broyer du noir. Il réfléchissait. Le visage fermé, le regard dans le vide, il prenait la mesure d'un fait qu'il avait longtemps sous-estimé en face. Il n'avait ni un vieux briscard à l'échine courbée, ni un centriste ronronnant. Non, le cornu était un autre calibre, un tacticien froid méthodique, un stratège qui, au lieu de réagir, anticipait. Et dans la partie qui s'engageait, Mélenchon comprenait qu'il n'avait pas affaire à un adversaire classique, mais à un maître de la projection. Les semaines qui suivirent ne firent que sceller l'inversion des rôles. Le cornu imperturbable fit voter son budget sans dégainer le redouté 49. 3 exploits que peu auraient parié possibles. Il faut dire qu'il avait su troquer l'autorité contre l'habileté des gages donnés aux socialistes, des gestes concrets à la gauche réformiste et le tour était joué. La fameuse taxe sur les patrimoines élevés, bien que imparfaite, vit le jour. À gauche, on grimaça, mais certains ne purent s'empêcher de murmurer une forme de respect à demi-mot. Mais là où il bluffait encore plus, c'était dans sa manière de répondre. Pas de discours fleuve, pas de langue de bois, juste des piques chirurgicales efficaces et calibrées. À chaque saillie de Mélenchon, il lançait une contre-phrase tranchante comme un rasoir. LFI l'attaquait sur les questions militaires. Il levait un sourcil. Mieux vaut des idées que des slogans. Montrez-moi. Accusé une fois de plus de défendre les ultra-riches, il décochait calmement. J'ai les chiffres. Vous avez quoi, vous?
Chaque fois, il renvoyait la balle sans trembler, obligeant ses opposants à troquer les grands discours contre des gestes concrets. Et chaque fois, Mélenchon se retrouvait piégé dans l'engrenage qu'il avait lui-même enclenché. Mars 2026, 6 mois se sont écoulés. Dans un entretien accordé au Monde, Le Cornu est interrogé sur le tournant décisif de ses débuts à Matignon. Il n'hésite pas une seconde avant de répondre « Ce matin-là où j'ai préféré dégainer 7 mots laconiques au lieu d'un manifeste de 7 pages, c'est à cet instant précis que j'ai compris ce n'est pas la longueur qui fait la force d'un discours aujourd'hui, c'est la netteté d'une formule qui frappe juste. » Quelques jours plus tard, on soumit la même question à Mélenchon. Il esquissa un sourire au goût de cendre, mélange d'amertume et de défi. Ce jour-là, Le Cornu m'a donné une véritable leçon. Il m'a prouvé qu'en politique, parfois, une phrase retenue pèse plus lourd qu'un flot de discours. Le silence, quand il est calculé, peut frapper plus fort que 1000 envolées. Puis après un bref silence, il ajouta presque en lançant un défi « Ai-je retenu la leçon? Vous le découvrirez vous-même. » Désormais, dans les amphis de Sciences Po, comme dans les couloirs feutrés de l'ENA, cet affrontement est disséqué comme un manuel vivant de tactique politique. On y enseigne non pas la longueur des discours, mais la puissance d'un silence bien placé ou d'une phrase tranchante. Les élèves décryptent comment Le Cornu, au lieu de fuir l'assaut, a choisi de le retourner. Comment, avec une économie de mots presque chirurgicale, il a désarmé son rival, brisé le tempo médiatique et pris le contrôle du récit. Certains commentateurs évoquent le fameux « moi président » de Hollande face à Sarkozy. D'autres vont plus loin, murmurant qu'il y avait là du De Gaulle à Alger avec son « je vous ai compris », cette phrase simple qui suffit parfois à renverser tout un jeu. Mais ce moment ne fut pas qu'une leçon de communication. Il dévoila chez Sébastien Lecornu une vertu bien plus rare que le talent oratoire, le cran d'embrasser la clarté. Dans un univers politique saturé de jargon d'euphémismes à rallonge et de discours cousus de prudence, lui choisissait la franchise, la ligne droite, la parole nue. Pas pour choquer, pour affirmer. Ce jour de septembre 2025, lorsqu'il réduisit toute une polémique à 7 mots fulgurants, ce n'était pas qu'un coup d'éclat médiatique. C'était un manifeste, une signature, le début d'une méthode qui allait imprégner chacun de ses actes à Matignon. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a un détail savoureux que le grand public ignora, jusqu'à ce qu'un certain Vallière le laisse échapper des mois plus tard entre 2 verres de vin et quelques confidences off à un journaliste du Canard enchaîné. Ce fameux matin de septembre, quand Le Cornu convoqua en urgence ses troupes après le coup de Mélenchon, le fameux uppercut verbal n'était pas encore dans les tuyaux. Pas du tout même. La vérité, l'équipe plancha pendant 2 longues heures. 3 discours furent écrits. 3 textes bien ficelés, bien lourds, chacun d'une dizaine de pages. L'arsenal classique. Personne ne s'attendait à ce que Le Cornu envoie tout valser pour ne garder qu'une formule de 7 mots. Et pourtant, le premier discours, une ligne de défense impeccable démontant méthodiquement chaque argument de la motion, comme un bon élève qui récite sa leçon. Le deuxième, une charge frontale, musclée, assumée, destinée à faire vaciller la France insoumise sur son propre terrain. Quant au troisième, il se voulait rassembleur, tendre la main à tous les bancs de l'hémicycle, la prose du consensus. Le Cornu les parcourut un à un, puis il les écarta sans ménagement, les doigts posés sur la table, le regard vif. C'est bien ficelé, intelligent, calibré pour le débat parlementaire, et justement c'est ça le problème. C'est trop attendu, trop classique, trop politicien. Il marqua une pause. Mélenchon lui manie les mots comme des armes. Il a des décennies de duel verbal derrière lui. Si je joue sur son terrain, je suis mort avant même d'avoir ouvert la bouche. C'est à ce moment précis que Philippe Gustine, son conseiller spécial, fit basculer la réunion. Ce n'était pas un apparatchik, ni un vieux routier de l'Assemblée. Gustine, c'était le privé, le terrain, les batailles d'images en conseil d'administration. Ancien DIRCOM d'un mastodonte du CAC 40, il s'exprimait rarement en politique. Mais là, il leva la main avec une prudence calculée, monsieur le Premier ministre. Puis-je partager une petite histoire? Le Cornu pencha la tête, intrigué. Gustine se lança voix calme, souvenir vif. À l'époque où je bossais chez Renault, un concurrent nous tombait dessus à chaque interview, nous traînait dans la boue.
Carlos Ghosn était bouillant, prêt à dégainer un mémo-fleuve de 10 pages pour se défendre. Et là, le DIRCOM impassible lui lâche cette phrase « Président, si vous vous justifiez, c'est que vous avez déjà perdu. Si vous acceptez le duel sans trembler, vous avez déjà gagné. » Une phrase simple, mais elle a tout changé. Le cornu resta immobile un instant, comme frappé par une révélation. Ses pupilles brillèrent, captant l'idée comme un stratège reconnaît une faille sur l'échiquier. « D'accord, allons-y », murmura-t-il presque pour lui-même. Gustin hocha la tête avec gravité, comme si tout avait déjà été dit. Voilà, ni plaidoyer ni défense. Juste relever le gant. Ce ne fut donc pas un plan savamment concocté dans les couloirs feutrés du pouvoir. Non, cette réplique de 7 mots devenue virale ne naquit pas dans un think tank, mais jaillit spontanément d'un souvenir de salle de réunion, comme une étincelle entre 2 mondes, celui de la politique et celui de l'entreprise. Durant 20 longues minutes, le cornu tourna autour de sa phrase comme un orfèvre polissant un bijou politique. Il sculpta chaque mot, testa des variations, les pesa comme un chimiste dosant une formule explosive. « Allez-y, monsieur Mélenchon, déposez votre motion. » Trop verbeux. « Je vous attends. » L'arrogance transpirait. « Faites-le. » Trop brute, presque une gifle. Puis soudain, la bonne combinaison apparut aussi précise qu'une ligne de code exécutée sans erreur. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. » J'attends. La courtoisie feinte du monsieur Mélenchon. L'invitation sèche du « allez-y », l'aspect technique du « déposez votre motion » et ce j'attends final suspendu comme un gant lancé au ralenti. En 7 mots, respect, provocation, sang-froid et autorité. Une démonstration d'équilibre digne d'un funambule de la rhétorique, mais ce que Vallière finit par confier des mois plus tard change radicalement la perception de cette séquence devenue mythique. Le cornu doutait fortement. Juste avant de franchir la porte menant à la cour de Matignon, le regard un brin tendu, il se retourna vers son équipe et lâcha presque à mi-voix « Si je me plante et que Mélenchon retourne ça contre moi, je porterai le chapeau. Vous n'avez jamais entendu parler de cette idée. » Autrement dit, silence radio en cas de fiasco. C'était plus qu'un pari risqué, c'était du poker sans carte de rechange. Il allait tout miser sa toute nouvelle stature, son crédit politique encore fragile, sur une simple formule balancée comme un pavé dans l'arène, sans savoir si elle coulerait ou flotterait. Une fois sa déclaration lâchée comme un pavé dans une mare, le cornu ne traîna pas. Il retourna d'un pas rapide dans son bureau, ferma la porte derrière lui et s'enferma dans un silence épais. 15 minutes durant, il fit les 100 pas seul absorbés, tandis que Vallière, de l'autre côté, devinait son agitation au rythme de ses pas nerveux. L'attente n'était pas politique, elle était presque physique. Puis enfin, son assistant fit irruption avec une liasse de notifications, capture d'écran tweet, titre de presse, premières analyses. Le cornu s'assit les yeux rivés sur chaque mot, chaque virgule. Il lisait avec la fébrilité d'un joueur qui regarde la roulette tourner. Et puis, au milieu du flot, ce message-là, un tweet d'un ponte du journalisme politique sec et sans appel, le cornu vient de donner une leçon magistrale de communication. À cet instant précis, il inspira profondément. Le souffle du soulagement. Son coup de bluff venait de porter. Il venait de frapper juste et fort. Ce qui surprend le plus dans cet épisode, ce n'est pas tant que le cornu ait osé miser tout sur une phrase. Non. Le vrai choc s'est produit dans les couloirs feutrés de la France insoumise. Après, dans les semaines qui ont suivi entre 2 réunions confidentielles que la presse s'est empressée de faire fuiter plusieurs élus de LFI, finirent par le concéder à mi-voix, il s'était fait piéger, le plus cinglant. Un député resté anonyme aurait lâché cette perle amère qu'on devine à mi-chemin entre la frustration et l'admiration. Il nous a eus. Il a pigé avant nous que la politique d'aujourd'hui se joue en format vertical, pas en colonne de journal. Et un autre, pince sans rire, aurait résumé la défaite d'une formule acide. 7 mots, ça tient dans une story. 3000, même ta mère les lit pas. Ce trait d'humour grinçant derrière son cynisme apparent révélait en réalité une vérité brute. Le cornu avait perçu ce que tant de vétérans politiques comme Mélenchon refusaient encore d'admettre. L'époque où l'on captivait les foules à coups de discours fleuves était bel et bien enterrée.
Dans un monde où l'attention dure moins longtemps qu'un générique de série Netflix où tout se joue entre 2 notifications, où chaque phrase doit tenir entre 2 pubs sur une story Instagram, la force ne résidait plus dans la longueur, mais dans la fulgurance. Le cornu sans PowerPoint, ni effet de manche l'avait compris aujourd'hui, celui qui gagne, c'est celui qui sait frapper juste et vite. Mélenchon, blessé dans son orgueil, ne rumina pas sa défaite bien longtemps. Fier, mais pas sourd aux signaux du terrain, il comprit vite qu'il ne servait à rien de ressasser quand le monde avançait sans attendre. Dans les semaines qui suivirent, un changement subtil s'opéra. Le tribun des longues tirades devint soudain adepte des formules tranchantes. Ses tweets désormais taillés comme des slogans publicitaires. Ses passages télé plus incisifs millimétrés sans les détours d'antan, le vieux lion avait pris une gifle et en avait tiré un manuel. Avril 2026, hémicycle tendu, sujet explosif, la réforme de l'assurance chômage. Le cornu dévoile son projet, calme, structuré, chirurgical. C'est alors que Mélenchon bondit croyant tenir sa revanche. Il lève la voix mais pas trop. Le ton est posé, presque solennel. Monsieur le Premier ministre, votre réforme est inacceptable. Reprenez-la, on vous observe. Clin d'œil évident à la fameuse tactique des 7 mots. LFI voulait faire du cornu avec du Mélenchon. Sauf que voilà, copier n'est pas maîtrisé. Et ce jour-là, la magie n'opéra pas. Ce n'était pas juste une histoire de mots courts. Ce qui avait donné tant d'impact à la réplique du cornu, c'était l'effet de décalage. Le novice qu'on pensait maladroit avait retourné la table avec une phrase sèche comme un uppercut. On ne l'attendait pas, là c'est ce qui avait déstabilisé. Mais quand Mélenchon, vieux briscard du verbe, tenta de jouer les minimalistes, la magie tourna à la parodie. On n'y vit pas une audace, mais un clin d'œil forcé, un mimétisme maladroit. Et les éditorialistes ne laissèrent rien passer. Mélenchon en mode cornu, c'est Pavarotti qui se rêve en Eminem, lâcha avec mordant un papier du Figaro. Moralité. On ne s'approprie pas un style comme un costume. Il se forge pas, se copie. Ce qui avait commencé comme un coup d'éclat médiatique s'est transformé en séisme stratégique. Le cornu avec ses 7 mots ne s'était pas contenté de marquer les esprits, il avait redessiné les lignes de force de l'Assemblée. Du jour au lendemain, il cessa d'être perçu comme un intérimaire qu'on bouscule. Il devenait celui qu'on observe, qu'on évalue, qu'on craint un peu. Même le Rassemblement national, qui rêvait de lui tendre un traquenard façon Mélenchon, fit volte-face. Dans les couloirs, une confidence prêtée à Marine Le Pen circulait. Ce mec-là, il ne saute pas à la première étincelle. Il en impose même si ça m'écorche de le dire. Quand l'adversaire lâche un demi-éloge à contre-cœur, c'est que l'autorité s'est installée. Définitivement. Mais l'effet le plus percutant de cet affrontement n'était pas immédiat. Il s'est distillé comme un poison discret dans les coulisses du jeu parlementaire. Depuis cette joute entre le cornu et Mélenchon, un changement s'est opéré. Il ne suffisait plus de brandir des menaces pour exister. Il fallait les assumer, les concrétiser ou se taire. Le bluff, autrefois monnaie courante dans l'arène politique française, se retrouva soudain ringardisé. Chaque opposition désormais devait tourner 7 fois sa déclaration dans sa bouche avant de lancer un ultimatum au risque de se faire renvoyer dans ses cordes avec un simple « allez-y, on vous regarde ». Le cornu n'avait pas seulement gagné un round.